Vient le moment de conclure. Hein. Après, au bout de cette 7e journée d'inauguration, hein, il faut conclure. Voilà, il faut qu'on suspende notre inauguration et nos travaux dans l'immédiat. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de vous faire comprendre les enjeux de cette inauguration-là. Alors, si tu veux bien, Olivier. Nous avons eu un programme très riche, hein, je crois. Je crois que tout le monde a apprécié cela. Donc, je vous avoue que ce n'était pas le projet initial. Hein. Le projet initial, c'était de faire cette inauguration il y a déjà plusieurs mois. Et puis, c'est durant toute l'année 2022 qu'on avait prévu de distiller un certain nombre de choses au fur et à mesure. Bon, mais nous sommes arrivés en fin d'année 2022 alors que il y a eu des petits blocages pendant le courant de l'année qui nous ont empêchés de faire vraiment concrètement ce qu'on voulait faire. Donc on a décidé de faire un tout avec tout cela dans cette inauguration. Et donc les éléments que je vais vous présenter là, ce sont des éléments non consolidés. Notamment parce que, je vous l'ai déjà dit, on ne va pas faire la synthèse de tout ce qu'on a entendu et discuté pendant ces 7 jours-là. C'est beaucoup plus lourd à préparer que le peu de temps dont on dispose pour le faire en ce moment. Et deux, parce qu'on va vous communiquer quelques éléments d'analyse, de partage d'informations qui sont sujets à approfondissement, hein, et notamment les premiers éléments, les premiers retours de l'enquête rapide que nous avons diffusée pendant cette inauguration. Et je commence vraiment par un grand merci à vous tous et toutes qui êtes venus dans les activités que nous vous avons proposées et qui avez pris part à ces activités de la manière la plus agissante possible. C'est ce que nous avons voulu faire. Nous avons voulu faire une inauguration, on l'a surnommée agissante et territorialisée. Bon, parce que on voulait que ça soit dans l'esprit du travail que cet observatoire de la parentalité a à faire. Je pense que tout le monde maintenant a bien compris dans quel sens nous voulons aller. Alors, en fait, ça a été une organisation très contrainte, l'organisation de cette inauguration. Hein, et ça a été très contraint parce que nous n'avons disposé des ressources nécessaires que très tardivement. Bon. Donc, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt en demandant aux gens de réagir très 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 rapidement. Et les gens, il y a eu très peu de jours pour faire la préparation et la communication autour de l'événement. Hier encore, une personne ici présente me signalait avoir rencontré dans une réunion hier un acteur de la parentalité, je ne vais pas nommer la collectivité en question, mais qui lui faisait savoir qu'elle avait reçu l'invitation à participer à la semaine inaugurale, là, elle l'avait reçue hier. Et même pas aujourd'hui, elle ne pouvait se libérer pour être présente. Donc, voilà, ça a été la contrainte. Hein. Et les collectivités d'accueil, le modèle, c'était que nous souhaitions que les collectivités qui allaient accueillir les activités de cette inauguration soient celles qui assurent la mobilisation des acteurs de la parentalité de leur territoire. D'accord ? Alors, on voit les résultats. Et ce matin, à l'Espace Sud, nous sommes assez nombreux. C'est toute la différence, à part le professionnalisme et puis l'engagement des acteurs
de l'Espace Sud que je salue vraiment et que je remercie sincèrement. Une semaine de plus pour organiser, préparer les choses dans le contexte en question, ce n'est pas rien. D'accord? Bon, et je profite pour représenter mes excuses à ceux qui, malheureusement, ont subi ces contraintes-là encore plus fortement que, que maintenant, aujourd'hui. Alors, nous avions programmé diverses étapes. Nous souhaitions vraiment vous faire savoir très clairement que notre démarche était une démarche de coopération avec vous et que nous souhaitions venir vers vous. Donc là, nous sommes passés par l'Institut Martiniquais du Sport, la Maison de la Culture de Trinité, la salle de la Guinguette à Saint-Pierre, la salle de délibération de la mairie de Chelcher, l'espace Lucien Laroche au Robert et l'amphithéâtre de l'espace Sud à Sainte-Luce, où nous sommes aujourd'hui. Bon, tous ces lieux-là nous ont accueillis. Mais il y a plusieurs communes qui n'ont pas eu le temps de proposer des activités et qui nous ont fait savoir très clairement qu'elles sont désireuses de travailler avec l'Observatoire. Donc c'est par ordre alphabétique, les Anses d'Arlé, le Carbet, Casse-Pilote, Ducos, Fort-de-France, Lamentin, Trois-Îlets, Vauclin. J'en ai peut-être oublié une ou deux, je suis désolé. Maintenant, ça fait le tiers, grosso modo, des communes de Martinique qui se sont d'ores et déjà engagées dans cette volonté de coopérer avec l'Observatoire de la parentalité. Des rendez-vous sont en cours et donc un grand merci à tous. C'est les communes qui ont pu organiser comme celles qui n'ont pas pu le faire malheureusement. Alors, il y a eu aussi un principe qu'on avait retenu, c'est la participation sur place et à distance. Bon. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont regretté avoir été informées trop tard. Leur agenda ne leur permettait pas de se libérer. Je viens de vous citer le dernier exemple qui m'a été signalé. Bon. Alors, la participation a été mitigée. À certains moments, elle était vraiment très faible. À d'autres moments, plus importante. Une moyenne, ça a fait quand même une moyenne de 26 participants sur place, à peu près par jour. D'accord? Et nous avions mis en place un système avec l'aide de M. Olivier Oquet de la société Oquet Production, que je remercie chaleureusement parce que franchement, il a passé des nuits blanches pour nous accompagner, n'est-ce pas? Et en fait, nous avions mis en place un système de direct sur une chaîne YouTube qui a été créée pour l'occasion. Et donc, la chaîne YouTube continuera d'exister après l'inauguration. Vous pourrez y voir les replays, les rediffusions des séances auxquelles vous n'avez pas pu participer ou celles que vous voulez revoir. Hier soir, il y avait déjà eu plus de 500 visionnages qui avaient été faits. D'accord? Donc, bon, ça a semblé être quelque chose d'intéressant. L'Observatoire, depuis plus d'un an maintenant, veut faire son site. On va y arriver. Ça, je suis sûr qu'on va y arriver. Et plus rapidement que tardivement désormais, j'espère. Bon. Alors, les présents se sont montrés très intéressés. Donc, les maires de Trinité et de Saint-Pierre, ils ont assuré eux-mêmes l'ouverture des travaux dans leur vie. Je leur remercie. Des élus communautaires, des adjoints aux maires de communes organisatrices sont intéressés, comme par exemple Madame l'élu de Ducos qui vient de nous quitter. Sont venus des directeurs généraux de services, des directeurs administratifs, des directrices de CECAS, des inspecteurs de l'éducation nationale ont été présents. Le président de la CGSS, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, a assisté à la séance inaugurale et a assuré de son soutien et de son intérêt. La Fédération des conseils de parents d'élèves de Martinique, l'Union des parents d'élèves et étudiants de Martinique était également représentée. Donc, il y a eu une certaine quantité d'acteurs qui se sont vraiment manifestés à ce niveau-là. N'empêche que plusieurs institutions n'ont pas pu venir et nous ont fait savoir cela. Madame la rectrice, Madame la sous-préfète à la cohésion sociale. Alors, Madame la rectrice, j'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer. Madame la sous-préfète à la cohésion sociale, c'est demain que je la rencontre.
Madame la directrice de la direction de l'emploi, etc. Madame la directrice régionale de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Madame la directrice du CNFPT, qui a néanmoins été représentée, et dignement, je crois, monsieur le directeur de l'INSPE, avec qui j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Donc, des rendez-vous sont en cours. On peut dire que l'inauguration a favorisé la découverte de ce projet observatoire de la parentalité et le début de construction de partenariats qui, j'espère, nous permettront d'aller plus loin. D'accord ? Il y a une couverture médiatique qui m'a même étonné, parce que dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, finalement, on a eu 2 articles dans le France Antilles, une interview radio et 2 interviews télé sur Martinique Première. ATV a fait un sujet, il y a eu un reportage sur KMT, il y a une interview sur Radio Apal. Enfin, malgré la période qui était très chargée, hein, avec congrès, des élus d'outre-mer, avec etc., bon, les médias ont assez positivement réagi et je pense ça pour un indicateur d'attente et d'intérêt pour les questions auxquelles nous nous confrontons tous ensemble avec cet observatoire de la parentalité. Alors, il y a un certain nombre de besoins qui ont été exprimés dans toute la période précédente. Je vous ai dit tout à l'heure que en termes de besoins, une enquête qu'on avait menée en fin 2021 auprès d'acteurs de la parentalité de Martinique indiquait que 85% souhaitent pouvoir bénéficier de formations, de webinaires, que 77% souhaitent développer des partenariats et travailler en réseau, et que 69% souhaitent obtenir de la documentation. Les 3 besoins prioritaires qui ont été exprimés, ce sont ceux-là. L'inauguration a essayé de tenir compte de ces demandes et aussi des missions qui y sont attribuées. Alors, les missions qui y sont attribuées, elles sont au nombre de 6. Une mission de veille, par rapport aux évolutions sociales et sociétales, par rapport à ce qui peut se dire, se faire dans le domaine de la parentalité. Par exemple, tout à l'heure, je vous signale, quand vous ne le sauriez pas encore, la publication du rapport complet de Santé publique France en matière de développement des compétences psychosociales. Je vous recommande vivement la lecture. Bon. Deuxième mission, c'est une mission de recensement. Donc, alors, quand on parle de recensement, on a dit que personne ne sait exactement ce qui se passe dans l'ensemble du domaine de la parentalité, de l'action parentalité en Martinique. Mais c'est vrai, on parle aussi du recensement des acteurs, que de celui des actions, et aussi que de celui des besoins, hein, et des besoins et des solutions, évidemment. Donc, c'est la deuxième mission. La troisième mission, c'est une mission d'accompagnement. Les acteurs de la parentalité, notamment dans le domaine associatif, sont souvent des acteurs de petite taille, qui n'ont pas de grands moyens et qui ont tout intérêt à pouvoir être accompagnés dans leur mission. Alors, par exemple, la formation, les webinaires, etc., la mise en réseau, la documentation, ce sont des demandes qui sont formulées explicitement. Et donc, nous allons poursuivre dans ce sens-là. Quatrième mission, c'est la mission de communication. Donc là, beaucoup de choses se font de manière très intéressante sur le territoire, mais elles restent limitées à un petit coin où ça se fait et finalement, peu de gens en bénéficient en dehors des acteurs directs, hein, des témoins directs, et finalement, ça pourrait être très bénéfique que d'autres personnes puissent effectivement en bénéficier par ailleurs. Donc, c'est la quatrième mission. Et puis, la cinquième et la sixième mission, ce sont des missions de projection et de production. Donc, c'est la recherche elle-même, ce sont les études et c'est la production d'outils de formation, d'animation, etc. Donc, l'inauguration, par exemple, a été une bonne occasion d'avancer là-dedans. Alors, les apports de l'inauguration, bon, je crois je me lance en disant qu'il y a eu beaucoup d'informations sur les réalités, les enjeux, les innovations dans l'action parentalité en Martinique et dans le monde.
Et des contacts nouveaux, on en a parlé, le rapprochement des acteurs, une meilleure compréhension des besoins des uns et des autres, hein. Même une meilleure compréhension du rôle et de la place de l'observatoire, qui ne se substitue pas à tout ce qui existe déjà, notamment beaucoup de gens disent, bon, l'observatoire, mais il y a le REAP, il y a la classe, il y a l'AEP, etc. Ces dispositifs continuent d'exister et l'observatoire vient en appui de ces dispositifs-là. Bon, l'observatoire permet, je l'ai dit, une communication médiatique sur la parentalité, ça n'est pas inintéressant, on parle le plus possible de la parentalité. Et puis, la production de plusieurs enregistrements qui pourront servir pour l'animation et la formation. L'envie d'aller plus loin est là, je crois. Et là, plusieurs participants ont montré, comme ce matin encore, leur envie de contribuer concrètement à la recherche de données, à la recherche de solutions, à la recherche d'innovation, etc. Donc, sachez que vous serez vraiment, vous êtes déjà et vous serez les bienvenus dans ce sens-là. D'accord? Il y a eu des propositions de thèmes de recherche, d'études, qui ont enrichi le recueil de propositions qu'on a déjà élaboré. À l'heure actuelle, on a au moins une bonne vingtaine, si ce n'est plus, de sujets à travailler, hein. Quand on vous a expliqué qu'on est obligé de faire des priorités, de faire des choix, mais bon, on va y aller. Faut savoir aussi que la bibliothèque de l'Université des Antilles, ça nous a été présenté hier matin, si je me souviens bien. La bibliothèque de l'Université des Antilles est prête à nous ouvrir un accès spécifique à ces ressources. Donc, dans les fonds documentaires de l'Université des Antilles, il y a des ressources sur la parentalité. Il y a déjà une première extraction qui a été faite de ces ressources-là et qui aboutit à une liste de documents existants venant opportunément compléter la liste que Madame Nadine Le Faucheur nous avait établie il y a déjà plus d'un an maintenant, hein, de travaux existants en matière de parentalité en France, dans le monde et dans la Caraïbe et en Martinique, hein, d'accord. Et donc, nous aurons à mettre au point avec vous, hein, quelles modalités, hein, vous intéresserait pour l'accès à ces ressources documentaires de la bibliothèque de l'université. Bon. Je signale à votre attention l'existence de la Formatec. La Formatec, c'est un outil formidable qui comprend plus de 300 vidéos formatives de haute qualité dans 3 domaines, le domaine psychosocial, le domaine pédagogique et le domaine culturel. La Formatec est là pour nous accompagner, nous, acteurs de la parentalité, dans une meilleure compréhension, dans une meilleure appréhension des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à une convention passée entre la Formatec et l'Observatoire de la parentalité, toute personne, je dis bien toute personne de Martinique, y a gratuitement accès. D'accord? Que ce soit un acteur de la parentalité, que ce soit un parent, que ce soit un enseignant, que ce soit un travailleur social, que ce soit, etc., toute personne y a gratuitement accès de par la convention que la Formatec a bien voulu passer avec nous. D'accord? On a signalé aussi l'existence de 2 partenaires très intéressants et qui ont des sites que je vous invite vraiment à visiter. Le premier partenaire en question, c'est l'Association francophone de psychologie et psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, l'APA. Donc, ils ont un site sur lequel on peut retrouver, ils ont une médiathèque, on peut retrouver sur leur site des séminaires, ils font régulièrement des journées, des animations, etc. Ils font aussi des formations qui sont plutôt destinées à des professionnels, hein. Donc, vous y trouverez quand même pas mal de choses. Et puis, il y a l'Institut l'ITA, l'Institut des troubles d'apprentissage, basé lui à Montréal, et qui est spécialisé sur des troubles d'apprentissage, qui lui aussi met à disposition pas mal de ressources très intéressantes et dont beaucoup sont gratuites.
Alors, comment accéder à ces ressources? Je vous ai mis là les liens des sites en question. Je vais vous laisser les, euh, les copier si vous souhaitez, et puis ils vous seront expédiés de toute façon. Donc, le site, le site de la Formatec, c'est HTTPS, à chaque fois ce sont des HTTPS, donc www.formatec.be, BE pour Belgique. C'est un site mis au point par Jean-Pierre Courtois et son équipe à l'université de Mons. Donc vous pourrez y consulter le catalogue des formations, des ressources, et vous inscrire. D'accord? Demander la possibilité d'avoir accès à ces ressources-là. Alors, ne faites pas attention à des tarifs qui sont parfois indiqués. D'accord? Ils ne nous concernent pas puisque je vous ai dit que vous y avez accès gratuitement. Donc, vous repérez ce qui vous intéresse et vous vous signalez auprès de la Formatec pour pouvoir indiquer votre qualité de personne de Martinique et à ce moment-là, vous aurez accès gratuitement aux ressources de la Formatec. Merci Olivier. Le deuxième site, c'est le site de l'association sans but lucratif Éducation et Famille, en Belgique aussi, toujours une association, un site promu par le professeur Jean-Pierre Courtois et son équipe. Alors là, vous y trouverez un catalogue de formations que Éducation et Famille met en place. Donc il y a des formations qui peuvent être, on va dire, destinées à un public très varié, des webinaires aussi, et puis il y a des formations qui sont plus spécialisées. Par exemple, il y a une formation sur le test de Rorschach, bon, et puis il y a d'autres, par exemple, une conférence de Boris Cyrulnik sur les nouvelles familles, les nouveaux enfants, etc. Vous voyez? Donc ça, je le signale ça aussi. Là aussi, vous y avez accès gratuitement. D'accord? Vous y avez accès gratuitement, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ces sites-là. Alors, troisième site que je signale à votre attention, c'est le site de l'APA, Association francophone de psychologie et psychopathologie de l'enfance et de l'adolescence. Bon. Et donc, vous voyez là, par exemple, à droite, là, il y a la médiathèque de l'APA, dans laquelle vous allez retrouver toute une série de replays, de webinaires. Alors, la pratique de l'hypnose avec l'enfant et l'adolescent, bon, on ne va pas mettre entre toutes les mains, vraisemblablement, mais par contre, des webinaires plus intéressants pour les personnes, les accompagnateurs de la parentalité que nous sommes. D'accord? Et puis, le dernier site que je vais vous signaler, c'est le site de l'Institut des troubles d'apprentissage à Montréal, au Québec. Donc, institutta.com. Donc, ce site-là, là aussi, visitez-le, profitez-en, puisque vous avez la possibilité d'accéder là aussi à des ressources gratuitement. D'accord? Des ressources, bien entendu, qui nous intéressent fortement. L'Institut fait une journée chaque année, un congrès, etc. Ça peut aussi vous intéresser. D'accord? Voilà, alors ça c'est pour cet aspect des choses. Maintenant, nous avons fait une enquête rapide et aujourd'hui encore, nous l'avons distribuée. Alors, l'enquête rapide à l'accueil vous était présentée sous deux formes. Un QR code. Donc, le QR code, vous avez la possibilité de le scanner et de répondre directement en ligne. Si vous pouvez privilégier cette façon de répondre à l'enquête rapide, ça nous intéresse parce qu'une fois que vous avez fait ça en ligne, à ce moment-là, après, on a un traitement statistique très rapide et très confortable. Donc, ça va plus vite plutôt que d'avoir à trier les questionnaires papier. Bon. Si c'est le papier qui vous convient, n'hésitez pas, mais faites-nous parvenir les réponses à ce questionnaire d'enquête, parce que c'est un questionnaire qui
qui nous sert un petit peu, d'une part, pour mieux vous connaître, mieux nous connaître entre nous, et d'autre part, qui nous sert aussi de questionnaire test par rapport à une enquête sur les besoins des parents que nous allons diffuser dans les tout prochains temps. D'accord? Donc, quels sont les premiers retours? Nous avons analysé les 30 premières réponses que nous avons reçues. Alors, ces premiers retours-là, sur les 30 réponses, il y a eu 93% de femmes. Aujourd'hui, j'ai observé qu'il n'y avait que 75% de femmes dans l'Assemblée et quand même 25% d'hommes. Donc, c'est pas mal pour les hommes. On continue les efforts, les gars, et puis on va y arriver. OK? Bon, mesdames, un peu de compréhension, s'il vous plaît. Alors, donc, sur ces 30 réponses, je vous expose cela exprès. Ça n'a pas de prétention scientifique exacte maintenant, mais c'est pour illustrer le champ des possibles quand on se met en tête de travailler avec un esprit recherche, étude, compréhension profonde des choses, et exacte, la plus exacte possible. Donc, 38% de réponses venaient du centre de la Martinique, 38% du nord et du nord Caraïbes, 17% du centre Atlantique, 7% du sud. On a même eu une réponse hors territoire. Bon, 7% du sud, j'espère qu'aujourd'hui, avec toutes les réponses que vous allez nous remettre, très rapidement, ça va changer. Et vous aurez bien sûr accès aux conclusions de cette enquête rapide sur la chaîne YouTube notamment. En nous écrivant, nous contactant. Bon, alors parmi les acteurs qui ont répondu, 32% vivent en couple, 43% avec leurs parents, 18% sont des femmes seules avec les enfants. D'accord? Ensuite, 75, à la question « Avez-vous des enfants ?» 75% ont répondu qu'ils ont des enfants. Sur 24 réponses, 75% ont répondu qu'ils ont des enfants. Sur 20 réponses, 35%. Alors, sur 20 réponses, vous savez, les questionnaires n'ont pas été remplis. On avait fait le choix de faire un questionnaire où la personne pouvait passer directement de la première à la dernière question sans blocage. Il y a des fois où le questionnaire, tant que vous n'avez pas rempli un certain nombre de réponses obligatoires, vous ne pouvez pas avancer dans le questionnaire. On avait fait un autre choix en disant on laisse les gens répondre comme ils veulent à ce qu'ils veulent. Bon. Donc, c'est pourquoi le nombre de réponses varie d'une question à l'autre. Hein. Et toujours sur la même question des enfants, sur 20 réponses, 35% disent ne pas avoir d'enfants, 30% ont un enfant, 20% en ont deux, 10% en ont trois et 5% en ont quatre. L'âge prédominant des enfants semble être de 10 à 19 ans, puis de 0 à 9 ans. Alors, pourquoi semble être? Parce que là, c'est un petit problème technique qu'il faudra qu'on gère, mais en faisant le questionnaire en ligne, hein, il n'y avait pas la possibilité de mettre plusieurs réponses pour l'âge des enfants. Donc, il y a des gens qui ont choisi de mettre 10 à 19 ans et ont peut-être d'autres tranches d'âge, ou 0 à 9 ans et ont peut-être d'autres tranches d'âge. Donc, on va essayer de corriger cela. C'est aussi la valeur de test de ce questionnaire-là, n'est-ce pas? Bon, et 55% des personnes sur 20 réponses disent que les enfants vivent chez elles et 45% non. Alors moi j'ai plutôt tendance à voir le 45% de non. Ça fait quand même pas mal d'enfants qui ne vivent pas chez leur mère en général, d'après ce qu'ils disent. Alors, on avait posé la question sur les difficultés rencontrées. Bon, 80% des personnes qui ont répondu disent ne pas rencontrer de difficultés dans les relations parents-enfants. D'accord? On a eu 21 réponses et ce sont des réponses qui nous disaient pas de difficultés. Bon, il faudra essayer de comprendre ça.
mesdames, messieurs les chercheurs, notamment, et puis vous, les acteurs de la parentalité, on sait qu'on s'adresse quand même à des acteurs de l'accompagnement parental. D'accord? Bon. Mais lorsque des difficultés ont été évoquées, c'est-à-dire on a eu 5 réponses qui évoquaient des difficultés, elles étaient de l'ordre de la communication, de la santé, de la sexualité, du comportemental, de l'économique, du scolaire, du familial et de l'alimentaire. Bon, il y avait toute une liste de difficultés qu'on avait indiquées, et voilà celles qui ont été exhaustivement exprimées là. D'accord? Et puis on avait posé la question, face à ces situations, comment faites-vous? Alors, les réponses, on n'en a pas eu beaucoup, parce qu'il y a beaucoup qui ont dit qu'il n'y avait pas de difficulté. Les réponses étaient que parfois le sujet est difficile à expliquer. Bon. Parfois la personne s'informe et elle redéploie. Quand elle a le temps, elle se renseigne, on parle à ses proches. Elle ne peut pas en parler à des professionnels puisqu'elle n'en trouve pas, ils ne sont pas faciles d'accès. D'accord? Ou bien, la personne se débrouille. D'accord? Il y en a qui ont une aide, un orthophoniste, un maître G, bon, voilà. D'accord? Donc le médico-social, par moment, est évoqué. Alors, on a posé la question des deux parents. Est-ce que les enfants vivaient avec les deux parents? Et étaient en contact avec les deux parents. Et 74% des réponses, sur 19 réponses, nous disaient que, effectivement, les enfants sont en contact avec les deux parents. D'accord? Bon, alors, on a demandé qu'est-ce que vous voudriez pour améliorer, pour aller de l'avant dans votre parentalité. Et là, les réponses sont un petit peu classées par ordre de nombre de réponses le plus important ou nombre de réponses le moins important. En numéro 1, je le disais tout à l'heure, c'est connaître les bonnes réponses, les bonnes pratiques, les bons gestes. Celui d'avoir de la documentation et des informations, participer à des conférences, à des ateliers, connaître des façons de mieux gérer les conflits, être accompagné par des professionnels, participer à des travaux sur la parentalité, c'est très intéressant, vous pensez bien pour l'esprit d'observatoire qu'on veut mettre en avant, très intéressant. Disposer d'un lieu de proximité et d'écoute des parents ou de la famille. Il y a d'autres demandes encore. Donc, il s'agit de connaître, connaître des façons de mieux se sentir, pouvoir échanger avec d'autres parents, connaître les droits et responsabilités, avoir des lieux d'échange avec les enfants, accompagnés par des professionnels, avoir des émissions radio, télé, forums, etc., disposer d'une ligne d'écoute, avoir des conseils, être accompagné par des associations. Voyez? Donc, être accompagné par des associations, il est vrai qu'on parle, je répète, là, ce sont des réponses d'acteurs de l'accompagnement à la parentalité. D'accord? Bon, voilà. Alors maintenant, il y a d'autres réflexions et solutions qui ont été évoquées, à savoir approfondir ses connaissances sur la parentalité, se rencontrer plus souvent, permettre aux acteurs d'échanger sur leurs pratiques personnelles. On a une attente de soutien et d'une prise de position forte au niveau de l'instruction en famille, dont les droits ont été violemment malmenés ces 2 dernières années. Intensifier la communication en direction de la population afin qu'elle soit bien au fait de ce qui est mis en place à leur bénéfice. De ce point de vue-là, la question de l'IEF, hier, Boris Cyrulnik a été interpellé à ce sujet. Et il a reconnu que, effectivement, ça a été un flop. Dans la commission des 1000 jours, là, le travail qui a été fait à ce sujet-là, ils ont complètement zappé la question et ils le regrettent. D'accord? Ce qui a fait la joie de la représentante de l'IEF qui était présente dans la salle.
D'accord? La joie que ça ne soit pas une volonté manifeste de. D'accord? En tout cas au niveau de la commission. Voilà. Il y a eu d'autres réflexions et solutions, comme la mise en place des actions parentalité sur différents secteurs. Et je parle de Boris, en fait, pour cette commission-là, puisque c'est lui qui coordonnait cette commission. Alors, la mise en place des actions parentalité sur différents secteurs, faire des conférences avec des professionnels et des parents à l'échelle du territoire, et proposition d'intervenir dans des colloques de rédaction de rapports et d'articles scientifiques. On a des raisons vraiment d'espérer, je vous dis. OK? Alors, en termes de perspective, je me suis permis quelque chose, mais normalement ne se fait pas vraiment. Alors donc, je vais vous demander votre indulgence et en même temps votre critique très constructive. En termes de perspective, j'ai essayé de sélectionner 5 perspectives qui semblent se dégager de nos travaux de cette journée-là. Première perspective, la parentalité devrait concerner les deux parents, quelle que soit la situation, monoparentale ou pas, mais aussi la famille élargie et la cité tout entière dans une approche de coéducation. La coéducation semble être un concept, une pratique très partagée parmi nous. Toutefois, le regard doit s'attacher à comprendre les spécificités socioculturelles en question. D'accord? Le modèle vers lequel on doit tendre, par exemple, doit-il être le modèle de la famille nucléaire, papa, maman, enfant, ou bien autre chose. D'accord? Si tant est qu'il faille tendre vers un modèle. Ensuite, deuxième perspective que je me suis permis de mettre en avant, je vous prends des pincettes, vous savez, bon, je tiens à sortir vivant de la salle. Donc, deuxième perspective, c'est qu'il me semble qu'il apparaît nécessaire de mettre en place une démarche de développement des compétences psychosociales et éducatives des parents, des familles, des professionnels et des associations qui les accompagnent. Troisième perspective, c'est que l'exercice d'une parentalité émancipatrice. Alors on a discuté de parentalité positive. Bon, on a vu que quand même être parent positif en permanence, c'est pas évident. Bon, on a discuté de parentalité bienveillante. On a vu que oui, bienveillant c'est pas mal. Ça n'exclut pas l'exercice d'une certaine autorité, etc. Bon. Et puis, le terme que j'ai retenu, c'est celui d'une parentalité émancipatrice. Ça vaut ce que ça vaut, encore une fois. L'exercice de cette parentalité émancipatrice demande du temps, de la disponibilité. Dans un contexte de très forte monoparentalité et de précarité, de chômage, etc., des aides à la résolution des difficultés de la vie quotidienne semblent indispensables. J'ai entendu à un certain moment des réflexions sur cet aspect des choses qui n'ont pas rencontré beaucoup d'écho, mais qui me semblent quand même à prendre en considération en termes d'emploi, de transport, de travaux ménagers, d'alimentation, d'entretien, etc. D'accord? Lorsque, par exemple, une mère de famille, parent isolé, travaille, voire travaille et surtravaille pour subvenir aux besoins du ménage, et donc des enfants, et que n'a pas concrètement le temps de s'occuper des tâches de la vie quotidienne, des tâches ménagères, etc. Elle perd le temps fou dans les transports par moment, etc. Donc il y a à s'intéresser. Parentalité émancipatrice signifie aussi vraisemblablement s'intéresser à ces problématiques-là. Alors, l'une des grandes découvertes de notre semaine de conférence débat, ça a été le temps passé à l'école. Olivier Prévost
nous a fait le calcul et nous a démontré que, en fait, le temps passé en classe par un enfant sur une année, bon, c'est 17% de son temps éveillé. On ne dirait pas entendre tous les problèmes liés à l'école. 83%, c'est du temps éveillé de l'enfant ne se passe pas dans une classe. Si on tient compte de l'école, le temps passé à l'école, c'est 20% de son temps éveillé. Et si on tient compte non seulement du temps passé à l'école, mais aussi du temps passé en lien avec l'école, activités périscolaires, etc., c'est 30% de son temps éveillé. Ça veut dire que 70% du temps éveillé de l'enfant, de l'élève, donc, ne se passe pas dans des activités à caractère scolaire. Alors, même si donc le temps passé à l'école et dans les activités connexes ne représente que 30% du temps éveillé de l'élève, les problématiques scolaires méritent une attention particulière. Ça, on l'a noté, on l'a senti dans tous les échanges. Peut-être que ces 20% de temps passé à l'école sont à l'origine de 80% des problèmes rencontrés. C'est cette célèbre règle du 80-20. Peut-être. En tout cas, ça mérite d'être étudié, d'être analysé, etc. Les appuis au travail scolaire pour ceux qui n'ont pas les moyens individuels non disposés pourraient être organisés. Et puis, le cinquième point, c'est que les interventions insuffisantes actuellement de structures, de professionnels en appui à la résolution de situations difficiles et critiques sont à renforcer. Lorsque les parents savent qu'ils ne peuvent pas y arriver et qu'il faut l'appui de structures spécialisées, je regarde par exemple l'Observatoire des violences faites aux femmes, bon, il faut à ce moment-là que ces structures existent et soient en capacité d'apporter leurs compétences et leur engagement. Hein. Donc voilà la petite sélection personnelle que j'ai faite et je vous livre ces réflexions avant que vous n'alliez définitivement shooter dans les ballons. Ah, il y en a qui ne shootent trop dans aucun ballon. Et comme je les comprends. Ok? Oui. Ok, merci. Alors, nous arrivons au terme de notre capacité énergétique. Et donc, je ne veux pas vous torturer davantage. Vous avez compris que, comme on dit chez nous, c'est le travail qui est ouvert à présent. D'accord? Il reste, c'est maintenant qu'on se met au travail encore plus d'acharnement. Hein. Donc, vous avez compris que vous êtes les bienvenus. Merci d'avoir pris le temps de venir travailler avec nous, de venir participer à cette inauguration. J'espère que vous en avez été contents. Avant de conclure complètement, je vais remercier aujourd'hui l'Espace Sud et en particulier M. Johnny Pateri qui fait partie des sans doute nombreuses personnes qui n'ont pas pu se dégager de leurs obligations pour être complètement avec nous aujourd'hui. Mais M. Johnny Pateri est le directeur de la cohésion sociale de l'Espace Sud. Et lorsque je lui ai parlé de cela, il a tout de suite réagi en disant « Il faut que tu me réserves une journée. » Bon. Et ça a été avec plaisir, Madame l'élu communautaire, ça a été avec plaisir. Une journée et intérêt en plus. Une journée a été réservée à l'Espace Sud et on est loin de le regretter. Donc, merci beaucoup à l'Espace Sud pour son accueil, à ses équipes. Merci aussi à ceux qui ont pris l'initiative de mettre en place
d'impulser la mise en place de cet observatoire de la parentalité. Je veux nommer la Caisse d'allocation familiale, dont la présidente, Mme Nadine Jeannette, et le directeur général, M. Marcel Mancatal, ont tout de suite accroché à cette idée de mettre en place un observatoire de la parentalité et nous appuient autant qu'ils peuvent dans nos démarches. D'accord ? Ils ne font pas toujours tout ce qu'ils veulent comme ils veulent, mais enfin, la volonté est là et je veux les remercier. Je veux remercier aussi l'association des CMPP, des Centres médico-psychopédagogiques de Martinique, qui est entrée dans le partenariat avec la CAF pour pouvoir impulser la création de cet observatoire. Bon, il y a ça n'a pas fait que des gens heureux, parce que il y a des personnes qui n'ont pas compris pourquoi la CMPP, c'est que pourquoi la CMPP, tout simplement, c'est que nous on a proposé ça et puis ça a été accepté et puis voilà quoi. Donc, mais ça veut dire que la porte est grande ouverte. Nous avons fait le choix de ne pas donner jusqu'à maintenant de statut juridique à cet observatoire de la parentalité. Jusqu'à maintenant, il est supporté complètement par la CAF et il est porté structurellement par l'association des CMPP. Nous avons fait le choix de ne pas encore lui donner de statut juridique parce que nous souhaitons définir son statut juridique avec justement les différentes institutions et les différents acteurs qui accepteront de se rapprocher de lui et de contribuer concrètement à son développement. Voilà. Tout est dans le concret d'ailleurs, parce que bon, on peut avoir 100 vues de l'esprit et puis ne rien faire et on n'a pas avancé d'un millimètre. Bon. Donc voilà, c'était les remerciements. Et maintenant, je ne vais pas ouvrir la séance pronostic, mais je vais vous souhaiter simplement bon appétit, un bon après-midi et souhaiter vous revoir très 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 bientôt dans les meilleures conditions possibles pour le développement de nos projets de parentalité et d'observation de la parentalité. Merci beaucoup.